L'éducation, c'est le premier budget de l'État, et s'il y a bien un sujet sur lequel tout le monde a un avis, c'est celui-là. Dans les débats sur l'école, on entend souvent que le niveau y baisse, que la France elle chute dans les classements internationaux, et que globalement le système éducatif français va de plus en plus mal. Mais du coup, à quel point c'est vrai ? C'est quoi les problèmes de fond et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire ? La France dégringole complètement en maths, une baisse historique depuis que ce classement existe. Vous avez reconnu que vous n'étiez pas, je cite, spécialiste des sujets liés à l'éducation. Ça tombe mal quand on est ministre de l'Éducation nationale, non ? Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets. Les capacités de compréhension de texte étaient en 2014 excellentes pour 13% des jeunes de 25 à 35 ans, contre seulement 3% pour les 50-64 ans qui ont été éduqués dans les années 60. L'enseignement ne connaît qu'un seul problème, les élèves qu'il perd. Vous dites que vous avez recalé les crétins et les paresseux. C'est donc que vous prétendez que Dieu fait naître les crétins et les paresseux chez les pauvres. Cocorico, la France est championne d'Europe des classes les plus surchargées et on est l'un des pays les plus inégalitaires de l'OCDE. C'est ce que nous apprend la fameuse enquête PISA qui, au-delà des classements de niveau scolaire, démontre que dans notre pays, l'origine sociale, elle conditionne davantage qu'ailleurs les résultats et le parcours scolaire. C'est criant quand on regarde ce graphique. Jusqu'au collège, c'est plutôt équilibré entre les enfants de cadre et les enfants d'ouvriers, mais à partir du lycée, ça se creuse clairement. Pour résumer, les classes populaires, elles font des études courtes et professionnalisantes. On voit qu'elles restent majoritaires jusqu'au BTS maximum, mais au-delà, tout ce qui est université, prépa ou filière d'excellence, pratiquement elles disparaissent au profit d'une surreprésentation des enfants de cadre. L'une des explications, c'est l'orientation. Jusqu'au collège, tout le monde suit le même cursus général, donc on retrouve toutes les catégories sociales. Mais c'est à partir de la 3e ou début du lycée qu'on demande aux élèves de s'orienter, et c'est là qu'on découvre l'influence et les conséquences de l'origine sociale sur la scolarité. Donc pas besoin d'avoir lu Bourdieu pour comprendre que quand la ministre de l'Éducation, elle dit ça... La question globale de l'orientation qu'on ne doit pas définir au moment où on remplit ses choix Parcoursup, mais pour lesquels je pense que c'est très important, et ça a été un des thèmes de la réunion, de l'échange que j'ai eu avec les recteurs la semaine dernière. Il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Au-delà du fait que ça n'a pas de sens, l'idée qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une volonté d'orienter plutôt les élèves. Ce qui évidemment ne va faire qu'accroître la reproduction sociale. Et même en mettant de côté l'origine sociale, choisir avant 15 ans son orientation, c'est pour beaucoup un cadeau empoisonné. Un adolescent qui sait ce qu'il veut faire depuis qu'il est tout petit et qui change pas d'avis. Effectivement, pour lui ça marche, mais pour tout le reste, comment ça se passe ? Si je prends le cas d'un jeune qui sait pas quoi faire, qui hésite, et qui se rendrait compte à 18, 20, ou même un petit peu après, que son rêve c'est d'être médecin, ou n'importe quel métier qui demande un peu d'études poussées. Qu'est-ce qu'on fait ? On le condamne, on lui ferme les portes sous prétexte qu'il a fait un mauvais choix d'orientation à 14 ans ? Et c'est finalement ce qui caractérise ce système éducatif français, c'est qu'un système qui reste marqué par les inégalités, et même plus que cela, qui amplifie ces inégalités. L'école du grand écart. Une école bonne pour les meilleurs et très peu efficace pour les plus faibles. En sachant que les inégalités scolaires dues à l'origine sociale, elles prennent leurs racines et elles se construisent petit à petit depuis le plus jeune âge, on peut relever une mesure qui a été faite en 2017 qui va globalement dans le bon sens. C'est le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les zones d'éducation prioritaire, en gros les quartiers les plus pauvres. L'idée, c'est qu'il soit plus une vingtaine par classe, mais seulement 12 ou 13, ce qui permet logiquement un meilleur accompagnement pour ces élèves défavorisés. Évidemment, c'est pas une mesure qui est exempte de critiques, certains pointent notamment le fait que c'est trop peu et que c'est loin de tout régler, mais dans l'ensemble, c'est plutôt positif et ça apporte un début de réponse au problème de l'inégalité scolaire. Malheureusement, c'est presque la seule qui ait vraiment été utile et c'est pas la quantité de réformes ou le nombre de ministres qui manque. Sur la dernière année, on en décompte 5, puisque Gabriel Attal, nommé en juillet 2023, il part début janvier 2024, ça fait un peu plus d'un an. Ensuite, on a Amélie Oudéa-Castéra, Nicole Belloubet, Anne Genetet et, depuis le 23 décembre, Elisabeth Borne. Donc 5 ministres en une année. C'est un record dont vous seriez bien passé, j'imagine. Une réforme qui a fait débat, c'est les fameux groupes de niveau lancés par Gabriel Attal. Dans la théorie, c'est super intéressant. On prend des élèves par petits groupes, en particulier ceux qui ont des difficultés, et on les fait travailler sur des thèmes spécifiques avec un accompagnement presque personnalisé pour pas qu'ils décrochent.
Mais le problème, c'est que c'est une mesure qui demande des moyens financiers très importants, parce qu'il faut recruter plus de profs, avoir les salles adaptées, etc. Et si l'investissement ne suit pas une idée qui était à la base très intéressante, dans la pratique, ça se transforme en classe de niveau. Et ça, par contre, toutes les études sur le sujet, elles sont unanimes sur les conséquences. Dans des classes de niveau, les bons élèves sont, c'est vrai, poussés vers le haut. En revanche, les élèves les plus en difficulté tendent à s'effondrer, qu'ils soient ou non dans des classes en effectif restreint. Le fait d'être rassemblés dans un groupe fragile achève, hélas, de les convaincre qu'ils sont mauvais. Malgré toute la bonne volonté des enseignants, quand on regarde les résultats à la fin de l'année, ils sont cruels. Les bons élèves sont devenus meilleurs, les moins bons ont encore plus à rattraper. Et d'ailleurs, à l'exception du SNALC, qui est très minoritaire, tous les syndicats sont vigoureusement opposés à cette mesure. Et loin de répondre aux besoins nécessaires de ce genre de réforme, la France, elle manque déjà cruellement de professeurs. Chaque année, le nombre de démissions, il augmente et il y a de moins en moins de candidats pour devenir prof. Et les raisons pour le désenchantement de ce métier, elles sont multiples. Premièrement, le salaire. Un jeune enseignant, depuis 2023, il touche 2000 €. Ça a été annoncé comme une grande mesure et effectivement c'est mieux qu'avant, mais je rappelle quand même que pour être titulaire, un enseignant il doit avoir un master, donc 5 ans d'études universitaires, plus un concours de la fonction publique. Donc au vu des exigences, 2000 €, ça n'a rien de mirobolant. Ensuite, c'est connu, les premières années de prof, elles sont particulièrement difficiles. Parce qu'on envoie les nouveaux dans les endroits les plus durs et où personne ne veut aller. Et ça, c'est sans compter le fait qu'il faut attendre plusieurs années avant d'avoir un poste fixe, et que certains ne connaissent leur affectation et le niveau dans lequel ils vont enseigner que fin août, à quelques jours de la rentrée. On peut ajouter à ça un manque de reconnaissance sociale entretenu jusqu'à d'anciens présidents de la République. On me dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Mais c'est d'une démagogie invraisemblable. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne, je veux d'ennuyer avec personne, je dis des faits. C'est 24 heures par semaine, mais François-Xavier, ce qu'on ne me dit pas, 6 mois de l'année. Eh oui, parce qu'entre les vacances et les week-ends, alors je sais bien, il faut préparer des cours. Maternelle grande section. Quelle indignité. En sachant très bien que ces affirmations elles sont fausses parce qu'il y a des enquêtes et des chiffres officiels qui démontrent très bien que les profs sont loin d'être des feignants. Conclusion, on manque de profs et l'éducation nationale elle est obligée de recourir aux contractuels pour boucher les trous, à un point où ça en devient ridicule, voire presque inquiétant. L'éducation nationale manque cruellement de profs. Depuis hier, l'Académie de Versailles recrute en organisant des job dating. Ben oui, comme pour les rencontres amoureuses basées sur cette méthode, 30 minutes d'entretien pour convaincre ou séduire. La rectrice de Versailles, la plus grosse académie de France, avait rameuté les postulants en lançant il y a 15 jours une sorte d'appel au secours pour venir peupler les classes. Face à cette situation, il y a deux grandes possibilités. Soit on augmente les salaires, on améliore les conditions de travail et grosso modo on revalorise ce métier pour donner envie aux jeunes de s'engager, soit on baisse le niveau d'exigence pour permettre à plus de gens d'accéder facilement à ce métier. Et ce qui a été choisi, c'est qu'à partir de 2026, il n'y aura plus besoin d'avoir un bac+5 pour passer le concours, mais seulement un bac+3. L'État, il a beaucoup tiré sur la corde du métier passion, qui a du sens et qui est utile à la société, mais visiblement ça arrive au bout. Évidemment, l'enjeu c'est avant tout l'argent. Augmenter les salaires, baisser le nombre d'enfants par classe, et toutes les mesures de ce type-là, ça demande un investissement financier important. Mais le rôle des gouvernements, c'est justement de faire des choix et de les assumer. Quand par exemple on sait que le rythme scolaire il est basé sur le tourisme, c'est-à-dire que les élèves ils ont des journées très chargées en échange de beaucoup de vacances, alors que tout le monde sait que c'est loin d'être l'idéal pour l'apprentissage des jeunes, et bah rien ne bouge parce que le secteur du tourisme il s'y oppose. Pourquoi pas ? Mais c'est un choix et faut l'assumer. On fait primer des raisons économiques sur l'éducation des jeunes. Changer le système c'est possible, il y a plein d'autres pays qui font autrement et on n'est pas moins capable qu'eux. Simplement ça demande de poser le débat et de refixer les priorités. Mais dans l'éducation, c'est pas le seul sujet sur lequel l'État y fait l'autruche. Par exemple, il y a aussi la question du privé. Le problème avec le privé, c'est qu'au fil des années, ça devient de plus en plus quelque chose qui est réservé à ceux qui en ont les moyens. À une certaine époque, le recours au privé, ça justifiait par l'enseignement religieux, à savoir qu'en France, 96% des établissements privés y sont catholiques. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, et on pourrait se dire que bon, c'est pas bien grave parce que le privé, il se finance par l'argent des familles, et ça permet à l'État de faire des économies. Mais que nenni! C'est un sujet qui concerne tout le monde parce que c'est un secteur qui se finance aux 3/4 par des subventions publiques et chaque année ça représente une enveloppe de 12 milliards d'euros.
La dernière fois qu'il y a eu une tentative de réformer le système privé, c'était sous Mitterrand en 1984 avec le projet Savary. L'idée c'était d'uniformiser les contrôles, les recrutements et le financement avec le public et de mettre tout ça sous un grand service public de l'éducation. Mais pour la faire courte, il y a eu une levée de bouclier de la droite et des catholiques et le gouvernement il a dû reculer. Et pourtant, même si ça fait plus de 40 ans, depuis, il n'y a aucun politique qui a eu le courage de remettre le débat sur la table. Évidemment, faut pas être démago, ça serait impossible pour l'école publique d'accueillir du jour au lendemain les 2 millions d'élèves du privé. Aujourd'hui, le système y repose sur cet équilibre et je crois pas que la question de fond ce soit réellement d'interdire le privé. Par contre, l'État il est responsable de fixer un cadre et de ne pas laisser une ségrégation scolaire s'enraciner et s'aggraver petit à petit. Rester les bras croisés, c'est en partie accepter qu'il y aurait 2 éducations en France, une pour ceux qui ont les moyens et une autre pour le reste, ce qui revient en gros à enterrer le concept d'égalité des chances et reconnaître que l'État il abandonne cette promesse républicaine. Bon. L'argent, comme on l'a dit, c'est au cœur des enjeux et du futur de l'éducation nationale, parce que n'importe quelle grande mesure va demander un certain investissement. Mais ça explique pas tout. On le voit avec la question du rythme scolaire, du privé, de l'orientation, etc. C'est aussi des questions de principe et des priorités qui sont idéologiques. Et c'est pas mal en soi, l'idéologie c'est pas un gros mot, mais il faut assumer les décisions et l'orientation qu'on choisit de donner à l'éducation des futures générations. Réformer l'école, ça demande du temps et une planification, on va rien changer en 6 mois, mais il faut qu'on puisse réinterroger un système qui satisfait plus grand monde, qui répond plus aux attentes d'égalité et qui se dégrade de plus en plus. En ce moment, l'État il cherche à économiser un petit peu partout, donc ça va être intéressant de voir si on va continuer à laisser délibérément s'enfoncer l'école publique, et j'insiste sur public parce que, au fond, le privé il ressort gagnant de tout ça, ou si finalement il y aura un sursaut qui remettra l'éducation publique comme une priorité réelle et qu'on mettra les moyens et le soutien nécessaires pour la sauver.